un apport qui leur convient en fait. Donc, tant que la muqueuse et la flore intestinale sont intactes, l'ensemble fonctionne correctement et le système immunitaire, l'intestin, peut jouer son rôle de protection. Et c'est seulement si elles sont abîmées, en fait, que le filtre qu'elles représentent ne joue plus son rôle et qu'à ce moment-là, il y a des pathogènes qui peuvent rentrer à l'intérieur du corps. Je vais juste un petit peu pousser, hop, voilà, pousser ça. Donc, la muqueuse intestinale peut se retrouver dans un état d'inflammation chronique. Dans ce cas-là, le maillage s'élargit un petit peu et ça va laisser passer des molécules qui d'habitude ne passaient pas parce qu'elles sont un peu grosses. Mais là, vu que le maillage s'est un petit peu élargi, finalement, elles peuvent passer. Et donc, la fonction de tri de la muqueuse intestinale est dépassée dans ces cas-là. Ensuite, le système immunitaire peut s'emballer s'il est en présence d'une trop grande quantité de pathogènes. Là, il n'a plus la capacité, il sait très très bien se protéger contre les pathogènes. Simplement, il faut qu'il y en ait une quantité qui fait partie de ce que lui peut gérer. Et la flore intestinale peut être altérée en termes de variété et de quantité. Il y a des souches qui peuvent être abîmées, il y a des quantités de certaines souches qui peuvent être trop présentes ou pas assez. Et à partir de ce moment-là, la flore ne protège plus aussi bien la muqueuse intestinale. Et à ce moment-là, alors que les toxines transitent par les intestins pour être évacuées, elles vont éventuellement être réabsorbées au niveau de l'intestin. Et donc là, tu parles d'état d'inflammation chronique, mais ça peut être aussi… est-ce que ça peut aller sur les inflammations chroniques en dehors de l'intestin, comme de la polyarthrite rhumatoïde? Alors, je vais peut-être juste… C'est Sophie qui demande s'il y a un lien entre les intestins et l'inflammation chronique de polyarthrite rhumatoïde, par exemple. À partir du moment en fait où on ne peut pas éliminer correctement ces déchets, en fait, ils vont rester dans le corps et ils vont venir se déposer dans différents endroits du corps, et notamment dans les articulations. Et effectivement, si l'intestin ne joue pas son rôle, eh bien, ce qui n'est pas évacué en termes de toxines va être réabsorbé dans le corps et va aller se déposer éventuellement dans des articulations pour donner de la polyarthrite rhumatoïde. C'est un des facteurs possibles. D'accord. Et en cas de prolifération bactérienne, SIBO, comment agir? Bon, après, si tu dis si c'est des questions un peu trop précises, voilà, on peut peut-être pas… Alors ça, on va le voir en fait. Ok, super. On va le voir. C'est justement le cœur du sujet. Merci. Donc, la muqueuse et la flore intestinale peuvent être abîmées par une alimentation inadaptée, par un stress permanent ou chronique et par un sommeil et une activité physique qui vont être insuffisants. Ça, c'est les facteurs habituels. Et nous, aujourd'hui, on va s'occuper de l'alimentation. Donc, par rapport aux causes dues à l'alimentation, il va y avoir tout ce qui va être une surconsommation de protéines animales, de produits laitiers, de féculents et de sucres raffinés. En ce qui concerne les protéines animales et les produits laitiers, en fait, en termes de protéines, on n'a pas de grands besoins. Souvent, on en mange trop en quantité et parfois de mauvaise qualité. Donc, ça, quand ça arrive dans les intestins, en fait, ça va faire de la putréfaction. Et la putréfaction, ça fait que les nutriments qui arrivent au niveau des intestins, non seulement ils sont moins intéressants, mais en plus, ça va avoir du mal à s'éliminer et ça va avoir tendance à stagner au niveau des intestins. Les féculents et les sucres raffinés, en fait, c'est des sucres, sauf que ce sont des sucres qui mettent du temps à être dégradés. Et si on les prend raffinés, ils ne sont pas du tout adaptés à notre consommation. Donc ceux-là, en fait, ils vont faire une sorte de colle au niveau des intestins. Et en fait, ça va venir tapisser les intestins et ça va être quelque chose qui va être difficile à évacuer. Donc, la digestion de ces aliments va laisser des résidus. Et donc, vous avez compris qu'entre putréfaction d'un côté et fermentation et colle de l'autre côté, en fait, ça vient complètement plâtrer les intestins. Et c'est quelque chose qui va empêcher la libre circulation à la fois des nutriments qui devraient rentrer
dans les intestins, et à la fois, ça va tellement abîmer la paroi de la muqueuse intestinale qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le maillage va s'agrandir, le maillage de la muqueuse intestinale, et il va y avoir des pathogènes, des molécules trop grosses pour notre organisme qui vont pouvoir rentrer. Il va y avoir une possibilité d'inflammation de la muqueuse intestinale qui va devenir hyper réactive, trop perméable. Il va y avoir une prolifération de certaines bactéries parce que quand on mange des aliments qui sont inadaptés, en fait, ça va nourrir des bactéries qui normalement resteraient à un niveau plutôt bas, alors que là, elles vont se mettre à proliférer. Donc ça, on va dire après comment faire pour ramener les choses à la normale. Et de même, la flore intestinale mal nourrie va laisser proliférer des bactéries pathogènes qui nous agressent au lieu de nous protéger. Donc en fait, ce qui est intéressant de remarquer là, c'est que c'est nous-mêmes, dans ce cas-là, par l'alimentation, qui créons des conditions qui vont venir affecter nos intestins. Et une fois que la barrière intestinale est altérée, on peut par exemple avoir des douleurs intestinales, des ballonnements, de la constipation ou de la diarrhée. En fait, ça revient un peu au même, c'est simplement des différents stades d'intestin qui ne peuvent plus jouer leur rôle normalement. On peut avoir des intestins irritables, de la colopathie, de la rectocolite, y compris la maladie de Crohn. En fait, ça peut aller juste de quelques douleurs à des pathologies vraiment beaucoup plus importantes. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce stade-là ou si je continue. Y a quelqu'un qui demande justement comment faire en cas de maladie de Crohn ou RCH pour limiter l'inflammation. Les personnes qui levaient la main, je préfère que vous écriviez les questions dans le chat, s'il vous plaît. Et là, une question, existe-t-il un lien entre allergie respiratoire et système digestif perfectible ? Alors, je vais répondre à celle-ci. C'est toujours la même chose. En fait, les intestins, c'est une voie d'évacuation de nos déchets. Donc, si les déchets ne sont pas suffisamment éliminés à ce stade-là, ils vont essayer de sortir par d'autres endroits. Ils peuvent essayer de sortir par les poumons, ils peuvent essayer de sortir par la peau. S'ils essayent de sortir par les poumons, on va avoir des affections respiratoires. S'ils essayent de sortir par la peau, on va avoir des affections cutanées, on peut avoir de l'eczéma, des réactions allergiques. En fait, on est fait pour éliminer, entre autres, par les intestins, mais par contre, la voie des intestins est une voie très, très importante. Elle est solide. On peut lui demander d'éliminer beaucoup de déchets. Et ce qui va se passer quand on a une affection respiratoire ou quand on a des affections cutanées, j'ai vu qu'il y avait la question tout à l'heure aussi, c'est qu'en naturopathie, on va essayer de ramener les déchets vers les intestins. En fait, on va essayer déjà de nettoyer les intestins, de donner l'alimentation qui convient pour les intestins, pour le corps en général. Et on va faire en sorte, avec un certain nombre de choses dont je vais parler aussi, de ramener en fait les déchets à éliminer par les intestins. Voilà. Alors, une fois que les intestins sont abîmés, que faire, que manger, quels aliments éviter? Donc, il se trouve, et n'hésitez pas à poser des questions, que le corps est fait pour fonctionner avec un certain carburant. Il se trouve que nous avons le même système digestif que les grands singes qui mangent des légumes, des fruits et quelques coquillages. C'est-à-dire qu'ils mangent essentiellement des légumes, des fruits et un tout petit peu de protéines animales. Voilà, ça c'est l'alimentation des grands singes et il se trouve qu'on a le même système digestif qu'eux. Nous n'avons pas le système digestif des carnivores qui peuvent se permettre de manger beaucoup de viande parce qu'ils ont des reins qui sont très puissants, des reins qui sont assez importants et des intestins qui sont très courts. Les reins importants, ça permet d'éliminer tout l'acide urique qui est produit par la viande pendant la digestion de la viande. Les intestins très courts, ça permet qu'il n'y ait pas de putréfaction. Je vous parlais tout à l'heure de la viande qui reste trop longtemps dans nos intestins. Nous, on a des intestins beaucoup plus longs que les carnivores. Donc, eux, ils sont tout à fait adaptés à la viande. On n'est pas non plus des herbivores qui mangent de l'herbe, du foin, des céréales. En fait, les herbivores, eux, par contre, ils ont plusieurs estomacs.
Donc, en fait, ces estomacs, ça va leur permettre de digérer une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, parce qu'en fait, l'herbe, elle va être digérée petit peu par petit peu. La cellulose va être dégradée petit à petit, et c'est ce qui va leur donner tout ce dont ils ont besoin. Mais nous, on n'a pas cette faculté, on n'a pas ces estomacs qui permettent de dégrader complètement l'herbe, le foin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les céréales, on les fait cuire. On peut aussi les faire germer. Et on n'est ni des veaux, ni des agneaux, ni des chevreaux qui tètent le lait de leur mère. En fait, on est fait chacun pour le lait de notre mère. Et on le boit, les animaux comme nous, jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce qu'on puisse manger. Et une fois qu'on peut manger, plus jamais on ne reboit le lait de notre mère. Voilà. Donc là, c'est pour donner le tableau un peu de l'alimentation pour laquelle on est fait. Est-ce que, parce que moi parfois j'entends que, par exemple, que notre système digestif a évolué en fait depuis qu'on cuit nos aliments, justement qu'on mange des céréales, le fait que l'humanité qui est allée plus au nord, il a besoin de cuire ses aliments, il a besoin de manger de la viande. Enfin, je ne sais pas, tu vois, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors en fait, le système digestif, il s'est très peu adapté. Par contre, c'est vrai que nous, par rapport aux latitudes sous lesquelles on a vécu en fonction du peuplement de la Terre, à des différentes zones géographiques, et en fonction de ce qu'on doit faire, on a été amené à manger d'autres choses. Et effectivement, le feu, le fait de faire cuire, c'était parce qu'on s'est retrouvé dans des régions où il faisait plus froid. Et la viande, c'était aussi parce que c'était une façon, on n'était pas obligé de manger tout de suite la cueillette, en fait, qu'on trouvait. On pouvait traiter la viande, on pouvait la faire sécher, on pouvait la garder, et ça permettait aussi de donner plus d'énergie à un moment donné où on en avait besoin, en fait. Et probablement un peu plus d'agressivité aussi. Ça a sûrement correspondu à un moment où on a eu besoin de ce surcroît en fait d'énergie qui nous a permis peut-être la chasse. Voilà, c'est quelque chose qui allait ensemble. Mais le système digestif, il a très très peu évolué. On a toujours le même système digestif qui fait ce qu'il peut et qui s'adapte effectivement à la viande et aux céréales cuites. Mais par exemple, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ont du mal à digérer le maïs, alors que ça fait très longtemps qu'il est arrivé en France, le maïs. Mais c'est encore quelque chose de compliqué. Le soja, c'est quelque chose de compliqué pour nous aussi. Donc, il y a des peuples qui se sont habitués à digérer des choses depuis très très longtemps, et après, quand on essaye de les faire circuler dans d'autres régions du monde, c'est plus compliqué. Maintenant, ça, c'est de l'adaptation. C'est pas vraiment ce qui est le mieux pour le corps humain. Si on veut vraiment donner la Rolls de l'alimentation au corps humain, ça va être des légumes et des fruits, parce que ça, il n'y a aucun souci, il les reconnaît. Maintenant, quand on s'est éloigné de cette alimentation-là, et qu'on veut y revenir, ou y arriver, ou en partie, il faut y aller doucement. C'est très, très important. Quand on a été habitué à manger quasiment que cuit ou avec une petite portion de cru au quotidien, pareil, il faut laisser le temps au corps de se nettoyer et de réaccepter, de digérer ces aliments-là et vraiment d'en sortir ce dont il a besoin, parce qu'il a perdu l'habitude de sortir ce dont il a besoin des fruits et des légumes pour certains. Donc, bon, je vais continuer parce qu'on va en parler aussi. Donc, nous sommes faits pour manger en majorité des légumes et des fruits. Et en fait, il faudrait que ce soit à peu près au moins la moitié de notre alimentation. C'est-à-dire que dans un repas, il faudrait que la moitié du repas, au moins la moitié du repas, ce soit des légumes. Donc, les légumes, ils contiennent tous les minéraux dont nous avons besoin. Et ils assurent le bon renouvellement de nos cellules. C'est vraiment notre structure, ça vient nourrir notre structure, et notamment la structure de nos intestins. Et les fruits, eux, sont notre meilleur carburant. Ils nous fournissent toute l'énergie dont nous avons besoin. Quand on veut simplifier sa digestion, on va en parler un peu après, les céréales amènent du sucre, les fruits amènent du sucre. Les fruits amènent le sucre que le corps reconnaît le plus facilement et avec le moins de digestion possible. Donc, ça sera toujours une meilleure solution que les céréales si on veut simplifier sa digestion.
Et donc, si on peut consommer les légumes et les fruits crus, c'est bien, frais, biologiques et ou locaux. On peut très bien faire en fonction des producteurs, des maraîchers qu'on a autour de chez soi. Ils ne sont pas forcément en bio. Parfois, c'est compliqué de se mettre au bio avec le label. Mais si on discute avec eux, on se rend compte en fait qu'ils font peut-être de l'agriculture raisonnée ou peut-être qu'ils font des choses qui sont en fait de l'ordre du bio. Simplement, ils n'ont pas le label c'est leur choix. Ça peut arriver. Bah, au-delà du choix, en fait, c'est un label qui est payant. C'est ça qu'il Ouais. faut se rendre compte aujourd'hui, c'est qu'il faut payer pour être en bio, alors que d'utiliser des produits chimiques, il n'y a pas de problème. Donc, des petits producteurs, parfois, ne peuvent pas se le permettre. Donc, effectivement, Oui. là, il faut aller discuter avec eux, comme tu dis. Voilà, exactement. Et on a souvent des bonnes surprises en fait, hein. C'est bien que ce soit des fruits et légumes de saison, hein, puisque ce qui pousse à un moment donné, c'est ce dont on a besoin à cette saison-là. Et c'est ce qui va nourrir le mieux notre microbiote. C'est ce qui va permettre de renouveler le mieux nos cellules immunitaires. Et c'est ce qui va permettre le mieux d'entretenir et éventuellement de réparer notre muqueuse intestinale. Donc là, on est vraiment au cœur de ce qui est important de consommer quand on veut entretenir ou réparer tout son système intestinal, tout le côté qui assure l'immunité au niveau intestinal. Alors, J'ai quelqu'un qui demande, Michel qui demande, est-ce qu'on peut consommer les fruits sous forme de compote? alors, on va dire sous forme de purée de fruits, si on veut vraiment en avoir le maximum de nutriments. Parce qu'une fois que c'est cuit, on perd beaucoup. Très vite, au bout de 80 degrés, déjà, on perd beaucoup de nutriments. Donc, on peut, simplement, il va y avoir beaucoup moins de nutriments. C'est plus intéressant si vous avez un blender de mixer vos fruits. Vous pouvez mettre pomme banane par exemple. Si c'est trop pâteux, mettre juste un peu d'eau et ça fait une très bonne purée de fruits. C'est une compote crue avec le maximum de nutriments dedans. Oui, et au-delà du fait de cuire, je pense que c'est surtout éviter les sucres raffinés parce que les compotes, il y en a beaucoup avec du sucre ajouté. Ouais, alors déjà, il vaut mieux si on fait les compotes, si on mange des compotes, il vaut mieux les faire soi-même. Et si on les achète, ben, la meilleure qualité possible, soit bio, soit sans sucre. Voilà, faire attention, quel que soit, même en bio, hein, ce qu'on achète et qui est sucré, c'est rarement du bon sucre. Voilà, ça a beau être du sucre bio, c'est rarement un sucre qui va respecter vraiment nos fermentations intestinales, en fait. Donc, à éviter quand on peut. Et j'ai une question de Charlotte, qui est une question souvent posée. Je pense la digestion de légumes et fruits crus sont difficiles pour les intestins irrités. Alors, Oui, comment faire pour les tolérer à nouveau? Tu vas on va peut-être en en parler. parler. Ok. Ouais. Alors, comment optimiser notre consommation de légumes et de fruits? Ben, on peut commencer, et ça c'est bon notamment pour les muqueuses intestinales abîmées, on peut commencer par un jus de légumes par jour. Le jus, ça c'est si on a un extracteur de jus, on peut commencer par un jus de légumes frais par jour. Là, ce qui est intéressant, c'est que on va, dans un verre de jus de légumes, on va avoir plus de légumes que ce qu'on pourrait manger dans une salade, et donc ça va être un apport de minéraux assez important en laissant les fibres de côté. Donc, c'est ce qui permet d'être non irritant pour les muqueuses intestinales abîmées. Et non seulement ça, mais en plus, ce sont les minéraux des jus de légumes qui vont venir réparer la muqueuse intestinale. Donc, c'est très, très intéressant pour les muqueuses abîmées. Et en fait, si vraiment on a des intestins qui sont vraiment abîmés, on peut commencer par juste une gorgée ou deux pour réhabituer. Parce que il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Quand on se remet à manger du cru, en fait, le cru, c'est du vivant. C'est quelque chose qui va venir réveiller notre organisme et notamment qui va venir réhydrater ce qui s'est collé à l'intérieur des intestins pour doucement le faire partir et le faire éliminer par les intestins. Sauf que en dessous, la muqueuse, elle est abîmée, elle est irritable et donc c'est important de doser. Parce que si on y va un petit peu trop fort, on peut avoir des grosses douleurs. Donc, quand on recommence à prendre des jus, notamment des jus de légumes, pour rééduquer ses intestins, c'est bien d'y aller doucement, de voir ce qui se passe, puis petit à petit d'augmenter. Et ce n'est pas un problème si on a un peu mal au ventre. Il faut juste doser. Mais avoir mal au ventre, dans ce cas-là, ça veut dire que vos intestins sont en train de se rééduquer, sont en train de se réparer.
Donc, alors ce qui est pas mal pour les jus de légumes, pour qu'ils aient un côté un petit peu doux, c'est de faire 2 tiers de jus de légumes, 1 tiers de jus de fruits. Et ensuite d'ajouter gingembre, curcuma, citron. Alors, gingembre et curcuma, c'est vraiment la quantité que vous voulez. Hein. Vous allez voir quand vous allez essayer d'en faire, vous allez voir le goût que ça donne. Et le citron, c'est pas trop. Et en tout cas, faites attention au zeste parce que certains extracteurs, pour eux, c'est rédhibitoire. Il ne faut pas le mettre dedans. Donc voilà. Moi, le mien, normalement, on ne peut pas trop en mettre, mais en mettant un peu, on a quand même ce goût du zeste qui est très, très bon. Et puis, on a vraiment toutes les propriétés de ces 3 super aliments qui sont antioxydants, antibactériens, antiviraux, anti-inflammatoires, cicatrisants. Enfin, vraiment, là, on a tout ce qu'il faut. C'est vraiment la trousse à pharmacie, le jus de légumes avec ces aliments-là pour venir nettoyer et réparer les intestins. Et les jus les plus simples à faire, ça va être carotte, pomme. Ça va être très doux pour les intestins. Betterave, pomme et ou orange, ça va venir un petit peu nettoyer un petit peu plus en profondeur. Et épinard, orange, ça va avoir un effet plutôt laxatif. Voilà, c'est des exemples. Hein. Vous pouvez bien sûr varier en fonction des saisons, faire vos essais et voir ce qui vous convient le mieux. Ok. Peggy qui demande, est-ce que les jus lacto-fermentés sont irritants pour la muqueuse intestinale? Non, ils sont très bons et justement, je vais en parler. Ok. Et juste, je repose quand même l'autre question, c'est que penses-tu du jus de citron à jeun? Ça dépend des personnes. En fait, notre corps, il est bien fait, il nous donne un signal. Quand on boit un jus de citron, si vraiment c'est pas fait pour nous, on va avoir les glandes salivaires vraiment qui vont s'activer, on va avoir l'estomac qui va se contracter, on va faire une grimace, ou les dents qui ont une sensation de douleur, c'est que c'est pas pour nous. Si ça passe, c'est que c'est pour nous. En fait, le citron, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il a une première acidité qu'il faut que notre corps soit capable de tamponner. Et derrière cette acidité, il est super minéralisé. C'est vraiment un très très bon reminéralisant. Sauf que si on est dans un état de fatigue, d'épuisement assez important, en fait, notre corps n'est plus capable de tamponner cette première acidité du citron. Donc c'est vraiment à chacun de tester. Voilà, donc justement, si vous n'avez pas d'extracteur, vous pouvez prendre les jus lactofermentés. Ils ont un intérêt, c'est qu'en fait, ils sont très riches en vitamines et en minéraux. C'est le phénomène de la lactofermentation qui augmente la quantité de vitamines, de minéraux et qui produit des probiotiques. Donc ça, c'est vraiment top pour les intestins et notamment les intestins abîmés parce que ça va venir renflouer la flore intestinale qui va pouvoir, comme c'est des probiotiques naturels, la flore intestinale, elle va prendre ce dont elle a besoin et elle va laisser repartir ce dont elle n'a pas besoin. C'est le meilleur des probiotiques en fait. Et il y a les jus lactofermentés, mais il y a aussi les légumes lactofermentés. Donc là, vous pouvez trouver en boutique bio soit la choucroute, toujours en cru, soit la carotte, soit les betteraves, le radis noir. En fait, vous pouvez soit les acheter. Allô, Stéphanie, ça a bloqué. Attends. Peut-être, je t'entends plus très bien. Petit souci. Je sais pas si c'est ta connexion ou si c'est ma connexion. Attends, Stéphanie, je t'entends plus. Ok, ça a l'air d'être revenu là. Je te vois à nouveau. Donc tu parles. C'est revenu? Ouais, donc tu disais les légumes lactofermentés. Oui, alors les légumes lactofermentés, on peut les trouver en boutique bio, mais on peut également les faire soi-même. Il y a pas mal de recettes sur Internet et c'est vraiment des légumes coupés en morceaux avec du sel, de l'eau. Et il y a une préparation où pendant un temps, on laisse légèrement découvert et puis ensuite, on peut refermer. Et plus ça dure, la lactofermentation, plus ça agit, plus ça rend les légumes tendres. Et alors, on peut le faire, dans ces cas-là, on peut faire avec tous les légumes qu'on veut et ça ne revient pas très cher. Donc, si on prend un jus lactofermenté, on peut prendre un jus par jour, on peut prendre 2 jus par jour éventuellement. Ça, c'est intéressant de prendre un jus avant chaque repas principal, midi et soir, parce que ça prépare la digestion
et en même temps, ça peut jouer sur ce qu'on va manger après. On va peut-être manger moins de certaines choses après. Donc, c'est intéressant. Ouais, moi je voulais préciser que si vous achetez des jus lacto-fermentés en magasin bio, il faut bien lire les étiquettes parce qu'il y en a beaucoup qui sont pasteurisés, ce qui est un petit peu aberrant parce que du coup, il n'y a plus vraiment ces bactéries. Mais voilà, donc regardez bien les étiquettes pour ne pas que ce soit pasteurisé. Et donc sinon, il y a des questions, Stéphanie. Alors, jus lacto-fermenté, même en cas de prolifération bactérienne? Oui, 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 c'est une très bonne fermentation. Au contraire, c'est une fermentation qui va ramener à la normale la prolifération, qui va diminuer la prolifération et permettre aux bonnes bactéries de reprendre leur place. Oui, je pense que c'est ça, c'est plutôt l'équilibre des bonnes versus les mauvaises bactéries, c'est-à-dire que ça va nourrir les bonnes bactéries plutôt que les Oui. mauvaises, hein. C'est ça Et l'intérêt. on a tout en nous, hein. Il y a un équilibre, hein. On a les deux, hein, en nous. Ouais. Et ce qui- Et pardon, que oui, penses-tu du kéfir et est-ce qu'un jus de kéfir avant le repas, c'est bien? alors kéfir de fruits, D'accord. pas kéfir de lait, ouais. Ah Enfin, oui. moi, je préfère. Je préfère le kéfir de fruits parce que bon, les produits laitiers, c'est vrai que c'est aussi une bonne fermentation, le kéfir de lait, mais j'aurais quand même tendance à dire que en venant des fruits, c'est quand même de meilleure qualité pour nous. Après, il y a des pays dans lesquels on a l'habitude de boire ce kéfir de lait depuis très longtemps et bon, c'est des gens pour qui ça se passe très bien. Voilà, je pense qu'ici c'est mieux. Et maintenant, de toute façon, on peut très bien son expérience. Ok. Attends, je te pose les autres questions. Que penses-tu d'utiliser une centrifugeuse très performante à la place de l'extracteur? La différence, c'est que ça va abîmer en fait la centrifugeuse parce qu'en fait, ce que fait la centrifugeuse, c'est qu'elle tourne très vite, elle chauffe et elle va abîmer un petit peu nutritionnellement en fait les légumes et les fruits, alors que l'extracteur de jus, c'est une grosse vis qui tourne très lentement et qui respecte la structure en fait des légumes et des fruits, qui ne chauffe pas. Voilà. Ouais, donc c'est un peu mieux l'extracteur, mais des jus à la centrifugeuse, ce sera toujours mieux que pas de jus du tout, hein, je pense. Exactement. Ouais, ouais, c'est toujours mieux. Ça fait toujours quand même un jus. Il vaut mieux ça. Ouais. Et est-ce qu'il faut être vigilant sur l'association des légumes? Quelle est l'importance? Non, il y a vraiment des légumes qui passent mal, mais ça, vous vous en rendrez compte en faisant. C'est tout ce qui est poireaux et oignons. Bon, ça passe mal en jus, quoi. C'est vraiment trop fort. Après, non. Non, il n'y a pas de. Il y a quelque chose qui est sympa, c'est de conserver les couleurs. Que le jus soit vert ou bordeaux ou alors orange, c'est sympa, c'est joli et ça donne plus envie de le boire que si c'est marron. Voilà. Ouais, je confirme. Moi, je mixe souvent des épinards ou de la carotte et la couleur est pas très jolie. Voilà. Et c'est vrai Quand que ça c'est donne pour moins soi, envie. ça va. Si jamais on voudrait que la famille en boive aussi un petit peu, c'est voilà, c'est plus sympa Ouais. de conserver les couleurs, mais vraiment, tout est bien, tout est attesté. Ok, Je vas-y, je te continue. laisse continuer, ouais. Allons-y. Donc là, c'était pour les légumes lactofermentés et les jus lactofermentés. Et il y a bien sûr les graines germées. Parce qu'alors ça, c'est vraiment de la salade toujours fraîche dans votre cuisine en fait, hein. C'est vraiment très très simple à faire. C'est des graines, en fait, c'est de l'alfalfa, c'est du tournesol, des lentilles, du poireau, des radis. Chacune a son goût spécifique. Et en fait, c'est des graines qu'on met dans l'eau pendant une nuit et ensuite on les rince 2, 3 fois par jour. Ça peut se faire dans une passoire, dans un bocal, dans un germoir. Et alors ça, c'est vraiment une bombe nutritionnelle. C'est-à-dire qu'il y a proportionnellement plus de protéines dans les graines germées que dans la viande et plus de vitamines que dans les légumes et plus que dans les fruits et de minéraux que dans les légumes. C'est vraiment extraordinaire. Et on regarde ça pousser, on le mange quand le germe a commencé à sortir, on n'attend pas que ça grandisse trop parce qu'après la graine est moins intéressante. Mais c'est vraiment un aliment, pareil, si on le fait soi-même, on peut l'acheter tout fait en boutique bio. Si on le fait soi-même, ça coûte vraiment pas cher et c'est vraiment le top de l'alimentation. C'est l'alimentation, sauf si vous avez un potager, ça sera vraiment l'alimentation la plus fraîche et la plus nourrissante, intéressante pour nous, pour notre microbiote et pour respecter notre muqueuse intestinale. Voilà, donc ça, vous pouvez en prendre une poignée à chaque repas.
Voilà, c'est vraiment très simple, aucune préparation. Alors, l'idée pour amener un petit peu plus de fruits et légumes dans son alimentation, si ce n'est pas le cas, c'est de commencer tous les repas par des légumes ou des fruits crus. En fait, les fruits et les légumes, ils ont cet intérêt, c'est qu'ils sont riches, ils sont encore vivants et ils ont encore leurs enzymes vivantes qui sont intéressantes pour nous en termes de digestion. Ça nous apporte des enzymes digestives. Si on commence le repas directement avec des aliments cuits, déjà on va manger plus d'aliments cuits. Et ensuite, en fait, le corps va prendre ce qu'on mange pour une agression, pour des agents pathogènes. Et donc, notre corps va mobiliser le système immunitaire et on va se retrouver à gérer notre repas, gérer la digestion avec un système immunitaire en alerte, alors que si on mange des choses qui sont faites pour nous, le système immunitaire reste à sa place, c'est-à-dire il fait juste le tri de ce qui peut rentrer, ce qui ne peut pas rentrer dans les intestins, mais il n'est pas en alerte. Et dans une période comme celle qu'on vit en ce moment, c'est important de garder le système immunitaire pour ce dont il a réellement besoin, c'est-à-dire nous protéger des choses importantes. Je voulais vous dire autre chose à ce sujet-là. Oui, donc c'est vraiment important de commencer, c'est vraiment pas compliqué, il suffit de commencer par un fruit pendant qu'on prépare le repas ou de manger une crudité au tout début. Parce que rien que le fait de manger du cru en début de repas, le corps a compris qu'il va y avoir une digestion et les intestins sont apaisés, ils vont commencer à produire tout ce dont le corps a besoin en fait pour digérer, assimiler. Est-ce que quelqu'un qui demande faut-il limiter les graines germées à une cuillère à soupe ou on peut en manger plus? Alors moi je disais en fait une poignée, mais pour commencer c'est toujours pareil, c'est quand même des aliments qui sont qui sont antioxydants, qui vont avoir tendance à aider le corps à éliminer. Donc si on sait qu'on a beaucoup de choses à éliminer, et pas forcément en termes de poids, hein, en termes de façon de s'alimenter par rapport à ce que je viens de dire, c'est intéressant d'en mettre un peu. Et puis jour après jour d'en mettre un peu plus, mais on peut manger beaucoup de graines germées. C'est pas un problème, hein, c'est un super aliment. Et à partir du moment où on les supporte, c'est vraiment un très bon aliment. Ok. Et pour des personnes qui auraient une grande sensibilité aux choux verts et tout ça, est-ce qu'il faut les éviter ou Je ça a un dirais bon que apport nutritionnel? en fait, tant qu'on ne les supporte pas bien, eh ben, autant les éviter. Et puis, ça veut dire qu'il y a un nettoyage à faire. Et une fois que le nettoyage sera fait, normalement, les choux passeront bien. Okay. Mais ce n'est pas la peine de manger quelque chose qu'on ne supporte pas bien parce qu'on pareil, on abîme en fait, le système digestif. On l'alerte et ce n'est pas utile. Et Natacha qui demande s'il faut limiter les crudités le soir. Non, 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 pas du tout. Ça va dépendre de où chacun en est au niveau de sa digestion pour Plus par progressivement rapport aller vers plus de légumes et plus de crudités. Mais soir ou pas soir, si on digère Non. bien, il n'y a pas de problème. Non, je dirais même que le soir, en fait, le système digestif, il commence à aller se coucher vers 20 heures. Donc, en fait, déjà, ça va être intéressant de manger pas trop lourd le soir et de manger plutôt des légumes, si c'est possible, en tout cas en majorité, des crudités par exemple, hein, et en tout cas de commencer par des crudités, et en tout cas de faire attention aux féculents, à la quantité de féculents et à la quantité de protéines aussi, mais notamment à la quantité de féculents, parce que ça va avoir tendance à être compliqué à digérer, ça va ralentir la digestion, et là, pareil, en termes d'immunité, si on va se coucher et qu'on n'a pas fini de digérer, eh ben, la digestion, elle va ralentir, 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 et c'est encore un facteur qui va venir abîmer les intestins. Et je ne parle pas du reste. Voilà, si on en reste juste aux intestins. Donc oui, bien sûr, les crudités le soir, c'est une très bonne idée, toujours en fonction de ce qu'on supporte. Alors les fruits, c'est important de les manger, parce que si on les boit en jus, en fait, le sucre des fruits, qui est très intéressant pour nous, il passe quand même trop vite dans notre sang. Et ça va venir déséquilibrer. On a quelque chose qui est très très bien équilibré dans notre sang et qui est géré par notre corps, qui est le fait qu'il y a un certain taux de sucre
pas plus. Et quand on fait venir le sucre avec du jus de fruits, ça va trop vite et ça perturbe l'équilibre de notre corps. Si on commence le repas par un fruit, c'est bien de le manger au moins un quart d'heure avant pour qu'il ait eu le temps de passer avant le repas. Parce qu'en fait, le fruit ne reste pas dans l'estomac, il passe directement dans les intestins. Il ne fait que transiter par l'estomac parce qu'il va être tout de suite assimilé dans les intestins. Or, si on le mange après le repas, et ben, il va forcément stationner dans l'estomac qui est à 39-40 degrés. Et donc, lui, il va fermenter et perdre une partie de son intérêt nutritionnel. Il va faire fermenter le reste du bol alimentaire qui va lui aussi perdre de son intérêt nutritionnel. Bref, quand ça arrive dans les intestins, c'est plein de fermentation, de putréfaction. Et en fait, ça abîme énormément les intestins. Donc, on n'est pas fait pour ça. Les fruits, on les mange soit en dehors des repas, soit un quart d'heure, une demi-heure avant, par exemple quand on prépare le repas. Alors bon, on peut manger bien sûr un fruit pour le goûter, hein, c'est un très bon moment, le goûter, notamment pour les enfants, hein, une montagne de fruits frais. Les fruits frais, ça peut être en ce moment pommes, bananes, oranges, cerises, fraises, kiwis. Donc c'est la bonne part, c'est pour les fruits frais. Ensuite, il y a les fruits secs sucrés en fonction de ce que vous aimez, raisins, figues, canneberge, baies de goji, mangue. Ça va donner beaucoup d'énergie, et notamment les enfants qui aiment les biscuits. C'est intéressant de commencer par leur donner des fruits secs. Et s'ils ont encore envie de sucre après, eh ben, pourquoi pas des biscuits, mais au moins ils auront eu vraiment leur envie de sucre peut être vraiment nourrie par les fruits secs. Et puis les fruits à coque, si vous en avez envie, aussi amandes, noisettes, noix de cajou. Donc là, ça va caler un peu plus. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez manger en les croquant, en faisant une salade de fruits, en faisant une purée de fruits, comme je disais tout à l'heure. Une purée de fruits, ça peut être juste pommes, bananes, mais on peut rajouter une cuillerée de purée d'amandes, par exemple, éventuellement un peu d'eau, et ça fait comme si on avait rajouté un peu de lait d'amande dedans. Et si on ajoute un petit peu plus de purée d'amande et d'eau, et ben ça fait un smoothie. Voilà, il y a vraiment plusieurs façons de consommer les fruits, et c'est intéressant de trouver celle qui vous convient le mieux parce que ça va être celle qui va vous faire du bien. Les fruits, ceux dont vous allez avoir envie, c'est ceux dont vous avez besoin. Le corps est très bien fait et on a cet instinct-là uniquement envers les fruits et les légumes crus, hein, pas envers les pâtes et la pizza, ça marche beaucoup moins bien. Et alors, si on veut aller un petit peu plus loin, vous pouvez par exemple adopter le jeûne intermittent. Si vous le connaissez, c'est Thierry Casasnovas qui en parle beaucoup. En fait, plutôt, si on n'est pas habitué, plutôt que de se dire je vais tout de suite jeûner pendant une journée, ce qui est très bien, hein, il y a des personnes d'ailleurs à qui ça ne pose aucun problème, on peut essayer déjà de commencer par allonger le jeûne de la nuit. Puisqu'on jeûne la nuit, on peut commencer par se dire, bon ben tiens, déjà je vais manger quand j'ai faim le matin. Je ne vais pas manger juste parce que j'ai décidé que 8 heures c'était l'heure de mon petit déjeuner, mais je vais manger quand j'ai faim. Et puis petit à petit, on va peut-être se rendre compte que ça va bien et qu'on peut durer comme ça un petit peu plus et que ben, on peut tenir jusqu'à midi. Et puis on peut le faire une fois par semaine, mais on peut le faire plus. On peut le faire tout le temps. On peut se rendre compte que finalement, on fonctionne très bien et même mieux sans manger le matin. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est vraiment à chacun de trouver son rythme et donc de manger le premier repas à midi. Il y a des gens qui vont préférer le faire le soir. Il y a des gens qui vont préférer se dire, bon, ben, je mange jusqu'au goûter et puis après, ben, je ne mange plus et je remangerai le lendemain matin. Donc ça, c'est quelque chose à apprivoiser et pourquoi pas, ben, à un moment donné, arriver à faire une journée de jeûne par semaine. Ça peut être un très bon rythme parce que ça veut dire qu'on sait qu'on ne mange pas exactement comme ça nous convient, mais on a ce jour de nettoyage ou cette demi-journée de nettoyage qui est vraiment très important, qui est vraiment très profond, qui permet vraiment à nos cellules de se renouveler. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement bienfaiteur pour tout ce qui est organes abîmés. Ensuite, on peut aussi remplacer un repas ou toute une journée par des jus. C'est une monodiète. On peut ne boire que des jus de légumes à l'extracteur ou
ou en bouteille lactofermentée. On peut ne manger que des fruits ou ne manger que des légumes. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous ne mangez qu'une sorte de fruit, en fait, votre corps va faire un gros nettoyage. Si vous mélangez les fruits, le corps il va avoir une digestion un petit peu plus importante. Donc, il va faire un nettoyage un peu moins important. Si vous mangez des fruits et des légumes dans la même journée, ça va toujours être une journée de nettoyage, juste un petit peu moins important. Mais rien à voir avec des vrais repas, avec, entre guillemets, des vrais repas. C'est-à-dire que si au lieu de manger un repas avec une entrée, une protéine, un féculent et puis un dessert, vous mangez des fruits et des légumes, ça va être digéré, mais 50 fois mieux que ce repas. Et ça va être digéré en 1 heure, alors que l'autre repas va mettre entre 4 et 8 heures à être digéré. Donc, ça sera toujours intéressant d'essayer petit à petit d'aller vers au moins une fois par semaine, au moins un repas qui va être à base de jus ou de fruits ou de légumes ou tout ça. Mais de toute façon, ça sera un moment de nettoyage et de régénération de vos intestins. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, il y a les purges. Voilà. Donc moi, j'ai été formée par Irène Grosjean à ça. Donc les purges, c'est en fait, Irène Grosjean explique que avant il suffisait de jeûner et que en fait il n'y avait aucun souci, le corps se mettait en mode. En fait, il y a deux modes de fonctionnement pour le corps. On est soit en assimilation, soit en élimination. Et en fait, dès qu'on jeûne, on se met en élimination. Et en fait, avant, il suffisait de jeûner et puis, bon, le corps faisait vraiment des grosses, des tempêtes, en fait, hein, des grosses sorties de diarrhée ou de boutons, des choses qui permettaient de faire sortir les déchets. Bon, il se trouve qu'avec la politique de vaccination qu'on a eue, en fait, on a bloqué le système immunitaire, bon, même si c'est un autre sujet, mais et en fait, elle s'est rendue compte que si on allait rechercher les purges, qui étaient tout à fait aussi utilisées hein, quand il y avait vraiment un besoin, ben elle nous propose de les utiliser sans besoin. Juste, pas parce qu'on est malade, mais justement parce qu'on veut faire sortir les déchets de notre corps pour éviter les maladies. Donc, quand on fait ça, eh ben, c'est tout bénef pour notre système immunitaire. Donc, que ce soit l'huile de ricin, la magnésie San Pellegrino ou le chlorhumagène, ça serait vraiment Je vous en parle juste parce que ça demande à les connaître, ça demande de faire appel à quelqu'un qui sait les utiliser pour les utiliser. C'est vraiment une bonne façon de se purger, de nettoyer ses intestins, de faire le vide pour permettre à notre corps de retrouver enfin le calme, le repos pour se régénérer, pour permettre à la muqueuse intestinale, aux cellules intestinales et au microbiote de retrouver leur équilibre. Il y a un truc qui est absolument extraordinaire dans le corps, c'est que s'il arrête de digérer, qu'on le met au repos aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas des jours où on est en train de refaire la peinture ou des choses comme ça, on se met aussi au repos sans forcément se coucher, mais en faisant une activité calme. En fait, le corps a un mode auto-guérison. Et je trouve que c'est la chose la plus importante à retenir, parce que ne pas manger ou ne manger que des fruits, c'est vraiment pas compliqué à faire, ou que des légumes. Et là, on met vraiment son corps en mode auto-guérison pour tout ce qu'on a. On parle des intestins là, mais c'est pour tout le corps. Pour précision, donc Irène Grosjean est une naturopathe qui a 60 ans d'expérience, donc c'est une dame qui a 90 ans. Vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube si vous voulez en savoir plus. Et pour ce qui concerne la purge et même les jeûnes à partir de quelques jours, moi je vous conseille de vous faire accompagner par souvent voilà, des naturopathes. Voilà, c'est quelqu'un me demande un peu les doses d'huile de ricin utilisées. Voilà. On peut pas en Faites-vous parler comme ça accompagner parce par un que professionnel parce que c'est au cas par cas. en fait, il y a toute une préparation. Il faut d'abord avoir commencé à modifier son alimentation pour en arriver là. Parce que là, je vous parlais tout à l'heure des jus qui remettent en circulation les déchets, des graines germées qui remettent en circulation les déchets. Alors, l'huile de ricin, enfin, les purges, c'est puissance. Oui, c'est vraiment la dernière étape quand on a déjà mis un peu tout ce qu'on a vu avant en place, en fait. Voilà. Donc, quand le corps a déjà commencé. Ouais.
Quand le corps a déjà commencé à éliminer ses déchets, on va pouvoir utiliser ça petit à petit et le faire entrer dans sa vie. Et après, on peut faire des purges régulièrement, il n'y a aucun souci. Mais je ne peux pas vous dire là comme ça la quantité à utiliser parce qu'il y a vraiment un mode de préparation de soi-même, hein, de son corps avant Ouais. ça. Il y a quelques Voilà. petites questions sur le jeûne. Alors, est-ce qu'il est préférable de faire une journée de jeûne par semaine ou une semaine de jeûne 1 à 2 fois par an? Tout est intéressant. Ouais, Tout c'est est ça, je pense. Ça intéressant. va dépendre C'est peut-être plus de... facile de caser un jour par semaine. Maintenant, on ne fait pas le même nettoyage quand on fait un jour par semaine, c'est super intéressant. Il y a vraiment aucun souci. Quand on fait une semaine par an ou 2 semaines par an, c'est encore un autre processus qu'on va aller chercher. Et c'est vraiment chacun qui doit le sentir. Honnêtement, pour faire une semaine de jeûne, il faut en avoir envie, il faut être motivé, parce qu'il va se passer des choses dans votre corps, dans votre tête, qui sont bénéfiques, hein, bien sûr, mais c'est des choses qui demandent à être accompagnées. Bien sûr, dans ces cas-là, une semaine de jeûne, c'est un jeûne accompagné. Jusqu'à 3 jours, on peut le faire chez soi, on peut le faire en étant accompagné à distance par un naturopathe ou soi-même en ayant commencé par un jour et puis en se disant tiens, bah, je fais un jour plus une demi-journée, plus, puis je me rends compte que tout se passe bien. Au-delà de 3 jours, il y a d'autres choses qui se mettent en, en, en fonctionnement. Donc, en fait, ça va être intéressant de le faire dans des lieux. En plus, c'est vraiment agréable parce qu'il y a des gens qui vous accompagnent et qui vont vous apporter peut-être les massages, les bains, le sauna, enfin les choses qui vont vous permettre, et puis les conseils qui vont vous permettre de dépasser les crises d'élimination. Parce que voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a de temps en temps des crises d'élimination en fonction de ce qu'on élimine. Maintenant, une journée de jeûne par semaine, moi je la recommande à tout le monde. Pas à mettre en place forcément du jour au lendemain comme ça, en commençant, comme je vous disais, par un jeûne intermittent qui à un moment donné devient une journée, mais que ce soit le jeûne ou une monodiète ou une purge, parce qu'en fait la purge, ça revient à faire globalement 24 heures de jeûne, en fait, bah, tout est intéressant. Ouais. Et à partir de quel âge on peut jeûner? Ah ben alors, c'est simple, les enfants, il n'y a même pas besoin de leur dire, quand ils sont malades, ils ne mangent pas. Oui, c'est ça. Donc, Ils ont pas faim. Donc, globalement, quand ils n'ont pas faim, c'est que leur corps est en nettoyage. Enfin, dis-moi si je me trompe, hein. exactement. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Donc, en fait, il faut les laisser faire. Quand ils n'ont pas faim, ils savent pourquoi ils n'ont pas faim. Donc, C'est instinctif, je pense, chez eux. Voilà, les enfants, ils ne sont pas encore trop formatés par notre rythme. Eux, ils vont faire les choses instinctivement. voilà, ça ne les dérange pas de pas manger un soir, alors que nous, c'est notre rituel, on a eu une journée, tout ça, le soir. Alors que eux, s'ils sont pas bien, ils vont aller s'allonger sur le canapé, ils vont pas manger et ça va leur poser absolument aucun problème. Par contre, on ne dit pas à un enfant de jeûner. Voilà. L'enfant, il est pas bien. Éventuellement, on peut le guider vers plus de fruits, plus de légumes, et même peut-être à un repas que des fruits ou que des légumes. Il peut faire ça aussi, hein, sans problème, hein, un enfant. Et après, demander à quelqu'un de jeûner, moi, je dirais que ça serait plutôt vers l'adolescence. Lui dire, bah, tiens, tu vois, là, tu te sens pas bien, bah, ça te ferait du bien de mettre en place peut-être une demi-journée ou une journée, parce qu'avant, c'est au cas par cas. Ça dépend de ce que vit la personne. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est vraiment malade de mettre ça en place. Mais voilà, c'est dans un autre cas. Mm. Je te laisse continuer. Il y a plein de questions. On les posera à la fin. Enfin, ou à Oui, moins que ce bah, soit vraiment sur le sujet. on y arrive. Ok. Donc, bon, bah, l'aliment, c'est vraiment un des piliers de notre fonctionnement et notamment un des piliers utiles pour booster notre système immunitaire. Franchement, plutôt que de prendre des médicaments, enfin, on n'en parle vraiment pas assez. L'alimentation, on mange entre 2 et 4 fois par jour. Si on choisit bien ces aliments, bah, c'est des médicaments, hein, comme a dit Hippocrate. Hein. Voilà, que ton alimentation soit ton médicament. Si on choisit bien ces aliments, on n'a presque pas besoin de prendre d'autres choses, de prendre des compléments alimentaires. Parfois, c'est utile, mais honnêtement, si on s'en tient déjà à l'alimentation, c'est déjà un gros morceau. Bien sûr, il y a le stress, bien sûr, il y a les besoins de repos, bien sûr, il y a l'activité physique, il y a d'autres choses et il y a toutes les pensées positives. Il y a aussi, bien sûr, d'autres choses qui viennent en ligne de compte. Mais franchement, l'alimentation, c'est un pilier central.
et notamment par rapport à cette période de sortie de confinement où on parle beaucoup de maladie et de peur de la maladie. Avant de parler de peur de la maladie, il serait intéressant de parler de comment booster notre système immunitaire, parce qu'en fait, quand on s'occupe bien de son système immunitaire, on peut compter dessus et on n'a pas peur. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est avant de faire peur par rapport à une maladie, il faudrait d'abord expliquer comment on fait pour booster son système immunitaire. Et ensuite, bien sûr, soigner les malades quand ils sont malades. Simplement, la peur, c'est quelque chose qui diminue notre immunité. Donc, c'est vraiment important, au contraire, de rassurer et d'expliquer qu'on peut s'occuper de potentialiser notre système immunitaire. Voilà, il y a vraiment beaucoup de techniques et l'alimentation en est une centrale. Et en dernier, j'ai une petite potion magique qui a été révélée par Mimi et Jackie Boisset, qui sont en fait des super athlètes. Vous trouverez des vidéos aussi sur YouTube. Ce sont des athlètes qui font des raids aventure où pendant 6 jours, ils dorment quasiment pas. Enfin, ils faisaient, je crois qu'ils n'en font plus maintenant, mais ils dormaient quasiment pas et ils devaient faire des performances dingues à vélo, en courant, en nageant, enfin bon, des choses complètement folles. Et c'est des gens qui, pour augmenter leur performance et leur santé, parce qu'ils commençaient à avoir des petits troubles, se sont mis à manger cru et ils mangent quasiment que des fruits crus. Voilà, comme ça c'est dit. Alors eux, ils font, alors c'est une mixture en fait qui leur a été enseignée par des moines tibétains, je crois. Il faut prendre 4 citrons entiers et de 2 citrons, on enlève juste la peau. Il faut prendre 2 têtes d'ail, donc ça veut dire toutes les gousses de 2 têtes d'ail. Et en fait, même sans enlever la peau de la gousse d'ail, il faut enlever la peau de la tête. On mixe tout avec 400 ml d'eau et ça fait quelque chose d'assez fort, mais qui est vraiment vraiment très très bon. On en prend 2 cuillères à soupe à jeun. Alors à jeun, si vous mangez le matin, bah, c'est le matin. Si vous mangez le midi, bah, c'est le midi. Et c'est vraiment quelque chose qui va venir nettoyer, qui va venir régénérer, qui va venir assainir nos intestins et qui va aider notre système immunitaire. Bon, commencez par une cuillère à café, comme ça vous verrez quel effet ça vous fait. Mais honnêtement, c'est étonnant, c'est pas si fort que ça, et c'est vraiment du concentré. Là, pour le coup, c'est vraiment voilà, une potion magique. Okay. Voilà, moi, c'est ce que je voulais vous proposer ce soir par rapport aux intestins et à leur lien avec le système immunitaire, avec comme pilier central l'alimentation. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que vous pourrez en utiliser certaines parties. Et voilà, si vous avez d'autres questions. Merci Stéphanie. Alors oui, je vais, écoutez, ça fait 1 heure, donc merci à tous. Mais enfin voilà, si tu n'es pas pressé, on va poser les questions. Bien sûr. Ok. Bon, quelqu'un qui, par rapport à l'ail, est-ce que rôter l'ail veut dire qu'il ne nous convient pas? Alors oui, pour l'instant. Mais c'est pareil, ça veut dire que le corps a besoin d'être nettoyé. Donc quand il sera nettoyé, vous accepterez mieux l'ail et il vous fera du bien. Ok. Par rapport à ta mixture, pendant combien de temps et est-ce qu'on la conserve au frigo? On conserve au frigo et en fait, il faut mixer au blender jusqu'à ce que ça soit homogène. Donc c'est quelques minutes. Mais combien de temps à prendre, par exemple? Est-ce que c'est une cure sur quelques jours ou est-ce qu'il y a de l'info? C'est bien. Ça doit faire à peu près pour 1 mois, ça. Donc, oui, de toute façon, une fois que la quantité est faite, voilà. Voilà, de la prendre en cure une fois jusqu'à la fin du bocal, en fait. Ok, super. On parlait des enfants ados tout à l'heure. Peuvent-ils avoir les mêmes troubles intestinaux et peut-on appliquer les mêmes conseils? Je crois quand on parlait de jeunes ou même au global d'ailleurs. Ah ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et les ados, très souvent, sont attirés par des choses qui sont sucrées, très sucrées et très chimiques, et qui viennent vraiment abîmer les intestins. Et c'est bien dans ces cas-là de vraiment laisser à disposition dans la maison des grosses corbeilles de fruits et de fruits secs sucrés, mais vraiment à disposition, hein, prêts à être mangés. Et en fait, ça va nourrir leur envie de sucre
et ils iront un peu moins vers d'autres choses. Et ça va vraiment les nourrir et c'est aussi une bonne nourriture du cerveau. Ouais. Et est-ce que les poireaux cuits sont bons pour la santé? Oui, oui, oui. Les légumes cuits, simplement, ils vont apporter moins de nutriments que quand ils sont crus. Bon, on a vu que les poireaux crus, c'est pas ça. Par contre, lacto-fermenté, ça marche bien. Donc ça, on peut le faire. Mais oui, bien sûr. Et l'intérêt des poireaux, c'est qu'ils vont faire un balai intestinal. Donc ça, c'est une bonne idée. Ok. Est-ce que tu peux peut-être arrêter la présentation pour qu'on te Oui. voit? Comme ça, Alors, ça je va ne être sais un peu pas plus comment pratique. faire, donc je vais Bah attends, essayer. je vais le faire. C'est bon. Normalement, on devrait te voir maintenant. C'est bon. C'est bon? Ouais. Merci. Alors, je continue. On a encore quelques questions. Peut-on faire soi-même du kéfir de fruits et comment? Alors, oui, on peut le faire soi-même. Après, je ne sais pas si on a le temps là d'expliquer ou il y a pas mal de sites internet qui en parlent. Je ne suis pas une spécialiste, donc je Ok. t'en prie. Non, bah du coup, je vous invite à chercher sur internet ou je verrai si je trouve un lien pour vous le mettre dans l'email qui vous enverra le replay. Je garde ça sous le coude. Est-ce que les intolérances alimentaires sont une réaction des difficultés de l'intestin à faire son travail ou c'est le contraire? Ouais, tout à fait. C'est les intolérances alimentaires, en fait. Alors, c'est aussi une façon d'aborder les intolérances alimentaires. Il y en a d'autres qui sont émotionnelles, qui sont, enfin, il y a vraiment toujours, pour chaque pathologie, il y a toujours plusieurs façons de les aborder. Si on parle d'alimentation, effectivement, alors, il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi les émotions effectivement vécues hein, pour les intestins et pour ce qu'on supporte. Mais en termes d'alimentation, si on nettoie ses intestins et qu'on les rééduque tranquillement, on va réussir à manger de tout. Ok. Est-ce qu'il y a un effet de l'eau de Quinton sur les intestins et ou l'immunité? Alors l'eau de Quinton, c'est plus pour le sang et pour les minéraux. Mais oui, effectivement, comme de toute façon, ça, on va dire pour la muqueuse intestinale. Parce qu'en fait, c'est le fait que l'eau de Quinton, il se trouve que l'eau de mer, donc l'eau de Quinton, c'est de l'eau de mer, et il se trouve que l'eau de mer a les mêmes proportions de minéraux que notre sang. Alors, sauf que l'eau de mer, elle est très concentrée, donc il faut la diluer. Il faut mettre une portion d'eau de mer pour 3 portions d'eau pour que ce soit à l'isotonie avec notre corps, en fait, hein, pour que ce soit exactement la concentration de notre corps. Mais l'eau de mer, c'est un excellent produit. Alors, choisissez-la bien. Maintenant, on peut l'acheter en bidon. Ça revient moins cher qu'en ampoule, mais c'est un excellent produit et ça nous apporte des minéraux. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les minéraux qui vont donc aider à réparer notre muqueuse intestinale, ils ne sont absorbables par nous que s'ils sont passés par le végétal ou l'animal, ou l'animal. Donc, en fait, l'eau de mer est plein de microplancton, qui est donc animal, et eux, ils vont transformer ces minéraux de la terre en quelque chose qui est biodisponible pour nous. Donc, les minéraux de l'eau de mer, c'est extra pour nous, et notamment, oui, bon, alors pour l'immunité, mais via le sang qui passe à travers la muqueuse intestinale. Ok. Est-ce que tu as des conseils en cas d'hyperphagie? Oui, boire un jus de légumes avant chaque repas, parce que ça cale. Ok. Ça cale. Et en fait, il se trouve que ça nourrit tout de suite. Donc Oui, oui, je confirme. voilà, par rapport à manger une pizza qui va mettre des heures avant de nous nourrir, si on commence par un jus de légumes, bah déjà on est apaisé, nos cellules elles ont déjà eu un petit peu à manger, donc on peut y aller plus tranquille, plus sereinement sur le reste du repas. Manger une crudité avant le repas, hein. Pour l'hyperphagie, c'est intéressant aussi. Et Ouais. puis, c'est pas de l'alimentation, mais peut-être se poser et respirer, faire quelques respirations avant de passer à table. Ouais. Que faire en cas d'intolérance à l'histamine? L'histamine, c'est-à-dire, je veux bien un peu plus de détails en fait. Bon, bah, si la personne peut nous mettre plus de détails, je ne suis pas une spécialiste non plus. Donc, Parce que là, c'est par rapport aux allergies. Donc, bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est si on se nettoie, en fait, après, on tolère
tout potentiellement, en fait. Ok, pardon. C'est vrai que, pardon, durant un traitement ayurvédique en Inde, le médecin ayurvédique préconise des légumes cuits pour que l'organisme dépense moins d'énergie pour la digestion. Qu'en penses-tu? Il existe plein de façons de manger et chaque pays a trouvé un intérêt de manger d'une certaine façon pour des raisons qui lui sont propres. De ce que je sais, les Indiens ne font pas beaucoup cuire leurs aliments. Donc, quand ils mangent des légumes, ils les mangent peu cuits et ils mettent beaucoup d'épices. Et les épices ont énormément de vertus. Donc, je pense qu'ils trouvent leur équilibre là-dedans. Je pense que même les Indiens, s'ils mangent trop de riz, ça ne va pas donner des bons résultats sur eux. Donc voilà, je pense qu'ils trouvent un équilibre comme ça avec des légumes pas trop cuits et beaucoup d'épices. Ok, ouais, puis je pense effectivement qu'il faut aller vers... il y a plusieurs écoles et aller vers ce qui vous parle le plus, en fait. Écoutez votre intuition, écoutez-vous, éventuellement testez si vous avez envie et que vous n'avez pas encore fait un choix. Ce seront mes conseils. Une autre question sur l'argile. Donc, quel est l'intérêt des cures d'argile en changement de saison? Alors l'argile, elle est intéressante un peu tout le temps en fait. On peut prendre juste l'eau si on veut juste un effet pas trop fort, c'est-à-dire on fait un lait d'argile, on laisse reposer la nuit et le matin on boit juste l'eau ou on peut avaler l'argile. Et l'argile, elle est extrêmement détoxifiante, mais c'est vraiment puissant. Donc, il y a des personnes qui prennent de l'argile pour aller dans les pays dans lesquels il y a un certain nombre de maladies et qui ne sont pas malades, justement parce que l'argile va absorber toutes les choses potentiellement pathogènes pour nous dans l'alimentation, dans l'eau. L'argile va rester un petit peu dans nos intestins et ensuite elle va s'évacuer. Donc, effectivement, au niveau des intestins, en fait, ça va aussi absorber ce qui n'est pas bon pour nous au niveau de la flore intestinale, au niveau de la réparation aussi de la muqueuse intestinale, parce que ça va dégager et ça va permettre aussi de nettoyer, parce qu'elle elle a ce pouvoir en fait d'absorber les toxiques et d'apaiser. Ça peut être au changement de saison, ça peut être aussi par voie externe. Hein. On peut aussi, si on n'a pas envie de l'avaler, on peut faire aussi des cataplasmes d'argile. Elle est assez puissante pour absorber. Bien sûr, une fois qu'on a fait un cataplasme, on jette l'argile parce qu'elle est chargée de choses qui sont des toxines. Si vous voulez beaucoup d'infos très intéressantes sur l'argile, vous pouvez aller voir le site et les vidéos de Jade Allègre, qui est la spécialiste et elle qui va soigner tout dans le monde entier avec de l'argile, puisque c'est une façon, et notamment elle va soigner les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, puisque de l'argile, elle en trouve partout dans le monde, partout dans le sol. Ouais, et c'est une femme qui a été médecin et aujourd'hui, c'est vraiment la spécialiste de l'argile. Donc, je commence à m'y intéresser. Il y a tellement de choses. C'est vraiment un super produit à découvrir. Certains naturopathes préconisent d'éliminer complètement le gluten et les produits laitiers. Qu'en penses-tu? Alors, bah ça, c'est un cheminement. Ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend dans quel état de santé vous êtes. Si vous mangez de temps en temps un bon pain au levain avec un bon fromage de chèvre et que ça passe et que vous n'avez aucun problème de santé, bah, tout va bien. Maintenant, effectivement, parmi les céréales, le gluten, c'est la céréale la plus collante. Donc, c'est celle qui va donner les pathologies de tout ce qui est suintant, de tout ce qui est bronchite, de tout ce qui est voilà, kystes au niveau des ovaires, enfin voilà, tout ça. Et le fromage, c'est tout ce qui va donner des choses qui sont douloureuses, tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui va être arthrite, les maux de tête, la rectocolite, enfin tout un tas de choses qui sont douloureuses. Donc, pareil, les produits laitiers, c'est pas une panacée pour nous, loin de là. Maintenant, si vous en mangez de temps en temps de bonne qualité, c'est toujours pareil, en petite quantité, de qualité. Si vous avez notamment quelqu'un qui fait des fromages à proximité de chez vous, que c'est artisanal, ben voilà, une fois de temps en temps, c'est pas un problème. Et puis on peut se faire plaisir de temps en temps, même si on sait qu'on a besoin de faire attention à ce qu'on mange parce qu'on en ressent les bénéfices. Ben, une fois de temps en temps, on peut aussi, si on a encore envie de ces choses-là, c'est important de ne pas se frustrer. Ça fait du mal aussi de se frustrer.
Ouais, et au niveau produits laitiers, je dirais peut-être aussi, par exemple, privilégier tout ce qui est fromage de chèvre, brebis, enfin des petits animaux plutôt que la vache, et puis en cru plutôt que pasteurisé, Ouais. où il y a encore plus de bactéries, voilà, quitte à choisir. Après, c'est toujours voilà, trouver la mesure, trouver ce qui vous convient. Bon, ben voilà, quelques questions encore, et puis on va bientôt s'arrêter là quand même. Qu'est-ce que tu penses de l'ultra-levure? Bah, l'ultra-levure, c'est des champignons. Donc, c'est une levure qui est pleine de vitamines du groupe B notamment. C'est important de faire attention à quelle levure, mais c'est une bonne levure, c'est quelque chose qui fait du bien aux intestins. Donc oui, c'est un bon produit. D'accord. Je vais prendre une dernière question. Donc, pour les peaux acnéiques, avez-vous des suggestions d'aliments? Euh, des légumes. Oui, un peu tout ce que tu as dit. Après, c'est effectivement, c'est le corps, enfin, d'après ce que tu disais, c'est le corps qui élimine. Donc, c'est là qu'il faut peut-être aider le corps à se nettoyer. Pour les peaux acnéiques, ça va être intéressant à la fois de faire attention à tout ce qui est féculent et tout ce qui est produits laitiers et protéines animales et de ramener, de revenir de venir à une alimentation riche en fruits et légumes et par des nettoyages de temps en temps, de ramener tranquillement l'élimination par les intestins. Il est fort probable quand on a de l'acné que le foie, le couple foie-intestin ne fonctionne pas très très bien et donc éliminer par les intestins, c'est aussi une façon de permettre à ce qui sort par le visage ou par le haut du corps de revenir par les intestins. D'accord. Merci beaucoup, Stéphanie. Waouh, c'était riche, hein, c'est passé très vite. Oui, oui. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions. Je vais vous envoyer le replay. Alors, il n'y aura pas le début de l'enregistrement, excusez-moi, j'ai enregistré un petit peu tard. Mais voilà, je vais quand même vous envoyer le replay où il y aura la plupart des informations et puis ta présentation, Stéphanie. Oui, Donc, avec là, vous en retrouverez les conseils, vous pourrez aller creuser certains sujets. Et puis après, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous faire accompagner par un spécialiste parce que ce sera vraiment personnalisé à vos problématiques, votre cas, vos objectifs aussi. Il y a tellement de choses. Donc voilà, donc toi Stéphanie Arras, tu es naturopathe à Avignon oui. et surtout depuis le confinement, mais tu vas continuer de faire des téléconsultations et tu me disais que ça fonctionnait très bien en visio avec les patients. Oui, 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 on arrive très bien à se comprendre. Moi, j'arrive très bien à sentir les besoins de la personne. C'est pas exactement comme avoir la personne en face de soi, mais il y a vraiment une relation qui s'établit et ça se passe très bien. Et sinon en cabinet. Ouais. Donc voilà, les gens peuvent prendre rendez-vous avec toi sur le site Médoucine. Donc, je vous remercie encore. Moi, je vous retrouve maintenant tous les mardis à 14 heures pour un live avec un praticien. Donc, nos lives qu'on faisait quotidiens sur Facebook, on les fait maintenant hebdomadaires. Et puis, tous les mois pour une conférence en ligne comme aujourd'hui. Donc, je vous dis un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Merci Aurore. Au revoir. Merci Stéphanie.